entend bien? Est-ce qu'on nous entend bien? Oui, pour ma part. Tout à fait. Ouais. Est-ce que dans le chat, quelqu'un peut peut nous dire si c'est OK? Alors, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Pas de réponse. Ah si, ça y est, c'est bon. C'est tout bon? Tout le monde est OK? Bon, super. Bonjour à tous en tout cas. Je suis ravie de vous accueillir toujours aussi nombreux pour ce webinaire dédié à la relation commerciale avec vos clients fournisseurs et aux contrats mis en place dans votre entreprise. Nous avons décidé d'organiser ce webinaire car c'est en temps de crise et de difficultés que l'on se rend compte si on a de bonnes assurances, de bons partenaires et de bons contrats. Ce webinaire a pour objectif de répondre à des questions et généralement celles que l'on ne se pose pas avant d'y être confronté. Si je n'ai pas de contrat et que je suis en impayé, comment faire? On a rompu mon contrat du jour au lendemain, est-ce autorisé? J'ai une plateforme e-commerce et mon concurrent m'explique que mes CGV ne sont pas corrects. Que faire? Pour y répondre, je suis accompagnée de 3 experts sur ce sujet. Ces derniers vont inscrire dans le chat leur numéro de téléphone et mail si vous avez des questions nécessitant un échange plus spécifique. Nous avons donc aujourd'hui Kaussar Garbi, cabinet LegalSpot, avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle et le droit des contrats. Julie Delannoy, expert du développement de votre entreprise et formatrice pour entrepreneurs, Société Améliore ta gestion. Et Jean-Luc Benard, spécialiste du recouvrement de créances. On articulera ce webinaire en 3 phases. La première plus réglementaire avec des retours d'expérience de notre avocate. La deuxième plus pratique sur le recouvrement des impayés. Et la troisième, comment faire financer les décalages des paiements clients et fournisseurs avec un focus sur les aides liées au Covid-19. Je vous propose de démarrer avec Kaussar pour se doter de contrats adaptés et efficaces. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Kaussar Garbi, je suis avocate. Effectivement, on va démarrer par donc, la partie juridique. Et bien évidemment, comme vous vous en doutez, ce qui est indispensable, c'est de se doter de contrats efficaces et qui soient adaptés à vos partenariats. Alors, à quoi ça sert un contrat? Bon, ça, je pense que vous vous en doutez, mais c'est important de démarrer par ça. C'est bien évidemment sécuriser sa relation avec son partenaire, asseoir sa crédibilité professionnelle. C'est clair que c'est beaucoup plus impactant de proposer un contrat tout de suite à son partenaire que d'attendre que celui-ci vous pose la question. Ça facilite, on le verra après, l'éventualité où malheureusement vous avez un conflit avec votre partenaire et aussi le recouvrement de vos impayés. Et puis après, on le verra après, juste après d'ailleurs, que des fois, on n'a effectivement pas le choix. Légalement, il faut un contrat, il faut un écrit et ça doit d'ailleurs répondre à un certain formalisme légal. Donc, tout ce qui est bail commercial, bail d'habitation, contrat de travail et puis d'autres contrats où il faut absolument répondre au formalisme légal. Alors, qu'est-ce qu'un contrat efficace? Alors, qu'est-ce qu'un contrat efficace? C'est déjà, je dirais que si déjà vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est écrit dans votre contrat, ou si vous ne vous reconnaissez pas dans ce qui est écrit dans votre contrat, vous ne comprenez pas vraiment le lien avec la relation, déjà, effectivement, c'est interrogateur. Et là, il faut se dire, bon, est-ce qu'il est vraiment adapté à ma situation? Donc, bien évidemment, oui, votre contrat doit retranscrire la négo des parties. Il doit être, je dirais, précis sur des points stratégiques que vous avez négociés avec votre partenaire, mais en même temps, et ça c'est extrêmement important, il doit être souple parce que la vie des affaires, elle est faite d'imprévus. On le vit d'ailleurs actuellement, en plus, je dirais, en cette période un peu compliquée. Et donc, le contrat doit permettre de pouvoir soit modifier les choses sans passer par la voie d'un avenant, sauf si c'est bien sûr des points stratégiques. Mais voilà, il doit être assez souple. Et puis surtout, et c'est surtout vrai quand à chaque fois, voilà, vous reproposez une nouvelle prestation, un nouveau produit, quelque chose qui soit nouveau. Quand on rédige un contrat, ça oblige à se poser les bonnes questions. Et donc, ça vous permet de prendre de la hauteur sur votre business model. Ça doit caler avec le business model qu'on a en tête, en fait. Et alors, est-ce que c'est obligatoire un contrat? Bonne question, Marie, effectivement. C'est une question que beaucoup d'ailleurs de clients me posent. Est-ce que c'est obligatoire? Alors,
pour tout ce qui concerne les conditions générales de vente, on a effectivement un texte dans le Code de commerce qui précise qu'un fournisseur ou un prestataire de service doit fournir ses conditions générales de vente si l'acheteur lui réclame. Donc ça, c'est acté et vous devez donc fournir des conditions générales de vente. Et certaines mentions doivent y être présentes, et notamment donc les conditions qui sont inhérentes au règlement. Et si elles ne sont pas présentes, eh bien effectivement, si vous faites contrôler, vous pouvez avoir une amende donc là de 15 000 € pour cette mention. Après, il y a d'autres contrats, on le verra encore tout à l'heure après, où on n'a pas le choix, il faut un écrit et il doit répondre à un formalisme légal. Il y a un autre sujet aussi qui est assez en vogue, entre guillemets, depuis quelques années. Beaucoup de personnes ont un statut micro-entreprise, freelance, et proposent des prestations de services, plutôt même long terme, et ça permet d'éviter aux clients d'embaucher une personne pour réaliser ces prestations. Ça peut être donc du secrétariat externalisé, social media, etc. Et je dirais que pour ce type de prestation, il est vraiment important de proposer un contrat. Hein, je suis vraiment précise, c'est-à-dire que souvent on me dit le devis c'est un contrat. Alors ça vient effectivement formaliser la relation, mais c'est pas suffisant parce que c'est un devis, c'est une page et on met 2-3 lignes. Et attention, pour ce cas de figure-là, donc des prestations de services externalisées plutôt long terme, attention à la requalification en contrat de travail pour le donneur d'ordre. Donc le donneur d'ordre, c'est le client, parce que effectivement, si déjà vous n'avez pas un contrat, c'est un indicateur et je pense que vous avez tous entendu parler du cas des livreurs Uber qui justement réclamaient la requalification en contrat de travail parce qu'en fait, ils ne faisaient qu'exécuter ce que leur demandait Uber. Et on a effectivement une jurisprudence très récente qui vient effectivement dire qu'il y a requalification en contrat de travail. Alors, dans certains cas de figure, hein, mais les conditions à retenir, c'est qu'effectivement, si vous voulez être indépendant, déjà, il faut pouvoir se constituer sa propre clientèle, ce qui n'était pas possible pour les livreurs Uber. Liberté de fixer votre tarif et surtout, liberté de définir les modalités de l'exécution de la prestation. Si vous bossez avec une secrétaire externalisée qui a un statut auto-entrepreneur et que vous lui demandez de bosser pour vous de 8h30 à 12h30, de prendre une pause de 1h puis de reprendre à 13h30, là, on rentre quand même dans une relation qui ressemble à employeur-employé. Donc, attention à cette requalification. Mais voilà, mais donc c'est autant les entrepreneurs, enfin les sociétés qui en ont recours et les freelances auto-entrepreneurs. Les deux parties doivent y prêter attention. Les deux parties pourraient avoir un préjudice, en fait. Alors, c'est vrai que c'est à l'avantage, entre guillemets, de ce prestataire, mais c'est vrai que vous mettez en danger, en fait, votre partenaire, qui n'est pas forcément au fait de ça. Alors, tout à l'heure, je disais, il y a des prestations juridiques pour lesquelles il ne faut pas se poser de questions, il faut un contrat, et ce contrat doit répondre à un formalisme légal. Et là, on est surtout sur tout ce qui est prestation intellectuelle. Quand vous faites travailler un développeur, un designer, quelqu'un qui va vous créer une prestation intellectuelle sur mesure, il va, de par le fait qu'il va créer quelque chose et que ce soit original, nouveau, il peut être effectivement titulaire de ce qu'on appelle des droits de propriété intellectuelle. Donc là, en l'occurrence, par exemple, un exemple tout bête, quelqu'un qui va vous faire un logo, effectivement, si il n'a pas copié, mais voilà, le principe même de faire appel à un designer, c'est que on veut faire appel à sa créativité. Il va donc il sera en tout cas titulaire de droits de propriété intellectuelle et il est indispensable pour vous, client, donc vous qui faites appel à ce designer, d'avoir un contrat qui formalise cette prestation et surtout qui intègre une clause de cession de droits de propriété intellectuelle. Et attention, cette clause doit vraiment répondre à un formalisme légal très particulier, sinon elle n'est pas valable. Donc, par exemple, très souvent, on voit, ou même on me dit, c'est bon, j'ai mis sur le devis la facture, tout droit cédé. Ça n'a aucune valeur juridique. Donc, par exemple, une appli, un site internet qu'on fait faire, etc., toutes ces choses-là que l'on est en train de faire, et en plus avec le Covid, c'est très important de prévoir les bonnes clauses bien formalisées dans le contrat. Sinon, ça ne nous appartient pas, en fait.
Effectivement, si la personne veut revendiquer ses droits, alors ça c'est surtout dans l'hypothèse où vous cartonnez, et ben elle peut revenir à la charge et dire écoutez, il y a 5 ans c'est moi qui vous ai fait le logo, je vous ai jamais cédé les droits de propriété intellectuelle, donc vous me devez, et puis elle va vous demander donc la part du gâteau. Et ça peut être très problématique, surtout si elle ne veut pas vous céder les droits de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est vraiment important. Prestation intellectuelle, il vous faut un contrat, il faut vraiment faire attention à ce qui est écrit. Après, bien évidemment, mais ça, je pense que vous vous en doutez, quand on travaille avec des consommateurs, donc des personnes qui ont leur statut de consommateur, eh ben, le consommateur, il est extrêmement protégé en Europe, en France. Et donc, il y a vraiment il y a énormément de dispositions légales à respecter. On le verra ensuite quand on va parler notamment de toute la partie e-commerce, des conditions générales de vente pour un site e-commerce. Le contenu de ces conditions générales de vente est extrêmement réglementé. Vous ne faites pas ce que vous voulez, vous êtes vraiment tenu de respecter plusieurs éléments. Le droit de rétractation, le délai de remboursement, enfin vraiment, tout est extrêmement réglementé pour protéger. Et pareil, si vous avez une plateforme en ligne, tout à l'heure, effectivement, t'en parlais, Marie, il y a une réglementation qui existait déjà et une nouvelle réglementation qui rentre en application cet été, qui impose encore plus d'obligations si vous avez une plateforme, donc une plateforme, une marketplace, où vous permettez à des vendeurs de vendre leurs produits à des consommateurs. Alors, ce n'est pas uniquement des produits, ça peut être aussi de la prestation de services. Voilà, il y a une nouvelle réglementation qui impose de nouvelles choses, de nouvelles exigences à intégrer absolument dans les contrats. Donc ça aussi, c'est important de prendre en compte. Kausa, je me permets, je te relaye une petite question. Ah, pardon. Concernant la clause de cession de propriété intellectuelle, on a une question pour savoir où est-ce qu'on peut trouver ce type de clause et où est-ce qu'il faut l'insérer. Alors, où trouve-t-on effectivement où est-ce qu'il faut l'insérer dans votre contrat? Après, c'est vraiment une clause. Pour le coup, c'est du sur-mesure parce qu'elle doit être adaptée à ce qui est cédé. Elle sera différente si je parle d'un site internet, si je parle de musique, si je parle d'une œuvre artistique. Alors, après, vous pouvez regarder un peu sur internet, mais ça ne sera jamais adapté à votre cas de figure, c'est pas possible. Ce qu'on trouve sur internet, c'est des modèles, et encore que, il faut être sur un site qui respecte le formalisme légal. Donc, c'est vrai que sur ces clauses-là qui sont quand même assez sensibles et qui ont un impact assez important pour le client, moi, je vous recommande de faire quand même appel à un avocat qui pourra vous assister sur ce type de clause. De toute façon, les problématiques qu'on a régulièrement, c'est des conditions générales de vente ou des contrats qui ont été rédigés par l'entrepreneur lui-même. C'est généralement là où on a des soucis et des problématiques de mise en cause. Okay. J'ai une autre question de Christophe qui pose la question, est-ce que les conditions générales de service sont les mêmes que les conditions générales de vente? Alors, je ne les vois pas, moi, ces questions. D'accord. Dans l'onglet questions, tout simplement. Ah je ne regarde pas au bon endroit. Alors, excusez-moi. Marie dit les conditions générales. Alors, non, c'est autre chose. C'est un autre document. Des conditions générales de vente, ça vient encadrer en fait la vente d'un produit. Des conditions générales de service, ça vient encadrer, en fait, alors je ne sais pas après de quoi il est question, mais ça vient encadrer, comment est-ce que la prestation de service est délivrée. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt dans le domaine IT, puisque on parle de produits SaaS. En fait, c'est vraiment, c'est le terme qui est plus adéquat. Plutôt que des conditions générales de vente. Vous savez, les ventes, c'est vraiment… alors, attendez, c'est un abonnement logiciel. D'accord. Bah oui, en fait, on vient en fait tout simplement préciser quels sont les services fournis. Après, il faudrait voir si c'est pas plutôt de la licence. Ça, après, si vous souhaitez, on pourra en discuter. J'ai mis mes coordonnées dans le chat, donc vous les avez. Ça, les experts ont accepté de répondre à vos questions par la suite. C'est pour ça qu'on leur a fait mettre numéro de téléphone et adresse mail dans le chat. Comme ça, vous pouvez les contacter, entrer en contact avec eux si les questions nécessitent une approche un peu plus spécifique. Alors, après, donc sur les clauses essentielles d'un contrat.
Alors, les clauses essentielles d'un contrat, bon, alors, je vous ai mis une petite infographie, désolée, alors c'est en anglais, mais bon, voilà, c'était pour illustrer le propos. Concrètement, donc là, je parle vraiment de manière générale, hein, tout type de contrat, il faut bien évidemment, ce qui est hyper important, c'est définir le périmètre de la prestation. Donc, de quoi on parle? Si vous êtes dans une prestation de service, si c'est après de la vente de marchandises, ben voilà, vous définissez la durée de votre contrat et les possibilités d'en sortir. C'est hyper important. Quand on signe un contrat, il faut tout de suite se dire, OK, mais je viens de signer, mais si ça se passe mal, comment je fais pour sortir de ce contrat? Est-ce que le préavis est raisonnable, etc., etc. Les conditions financières, donc, et d'ailleurs, c'est l'objet après de pas mal de choses. Modalités financières, c'est hyper important de préciser quel va être le délai de règlement. Et après, donc, effectivement, Julie va en parler. Quel va être le délai de règlement? Comment vous allez régler? Est-ce que, voilà, vous êtes dans une prestation de service IT, donc vous allez, par exemple, demander un acompte à la signature du contrat et après aux différentes phases, donc livraison, LOA, etc. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il faut préciser ces éléments-là. Les pénalités, ça, c'est hyper important dans un contrat. Ça ne sert à rien de mettre des obligations dans un contrat s'il n'y a pas de sanction immédiate. Vous voyez? Si, pareil, je vais reprendre l'exemple d'un contrat IT, vous bossez avec quelqu'un qui va vous développer quelque chose sur mesure, vous avez un calendrier qui est annexé au contrat, qu'est-ce qui se passe s'il ne le respecte pas? S'il n'y a pas de pénalité de retard prévue au contrat, qui soit chiffré, défini, etc., ben, il n'y aura pas de pénalité de retard. Et vous allez devoir, si ça vous a causé un préjudice, si le retard vous a causé un préjudice, vous allez devoir, soit vous arrivez à vous arranger à l'amiable, hein, ou soit vous allez devoir aller devant un juge pour pouvoir réclamer des dommages et intérêts si là vraiment voilà, le dommage vous avez subi énormément et vous souhaitez être indemnisé. Donc c'est quand même dommage parce que ça prend du temps, de l'argent, il faut payer un avocat, etc. Propriété intellectuelle, donc on en a parlé à l'instant, hyper important, on est dans une prestation. Si vous êtes dans une prestation intellectuelle, il faut absolument prévoir une clause qui soit dédiée au sujet pour vous assurer d'être titulaire des droits de propriété intellectuelle. D'accord? Données personnelles. Alors, on avait fait un webinaire il y a quelques temps avec un entrepreneur sur le sujet. Effectivement, s'il y a de la collecte de données à caractère personnel, eh bien, vous êtes assujetti aux obligations légales du règlement européen, donc RGPD, et il faut absolument donc intégrer les clauses qui sont imposées donc par cette réglementation. Et enfin, je dirais, alors là, je fais vraiment un condensé, hein, mais si vous êtes dans une prestation de service et que vous êtes celui qui effectue la prestation de service, essayez, dans la mesure du possible, de limiter votre responsabilité, de la chiffrer, parce que s'il y a un litige, voilà, au moins, vous aurez, je dirais, une limite pour engager votre responsabilité. Est-ce que vous prenez en charge les dommages directs, indirects? Qu'est-ce que c'est que le dommage direct, etc. Et bien évidemment, toutes les conditions qui sont déterminantes, qui sont stratégiques pour votre partenariat, il faut qu'elles y soient dans le contrat. Sinon, bien évidemment, votre partenaire en face ne peut pas les deviner et elles ne seront pas applicables. C'est une bouteille de gel hydro que tu nous as mis en fait. Oui, un flacon de gel hydroalcoolique. Comme on respecte aussi les obligations légales, on propose. Mais oui, c'est voilà. Mais je trouve que l'image est assez sympa et ça résume un peu ce qu'on sait. Complètement. Sarah, du coup, j'ai une petite question à nouveau pour toi. Quand on parle encore et toujours de la cession de propriété intellectuelle, Alain nous demande si je fais je protège mon logo avec un dépôt sur INPI, est-ce que ça suffit ou pas? En fait, si vous déposez votre logo en marque, par exemple semi-figurative à l'INPI, elle sera déposée, mais après, tout en respectant les conditions, etc. Et si déjà à l'origine, vous n'avez pas acquis la titularité des droits auprès de celui qui vous l'a fait, en fait, il ne vous appartient pas vraiment. Vous voyez ce que c'est comme, en fait, vous le déposez pour rien, en fait, parce qu'en fait, il ne vous appartient pas. Après, c'est de la notoriété de tout bon professionnel de céder correctement les droits. Donc, si ça n'a pas été fait, il est toujours temps de régulariser, je pense. Ah, tout à fait. Alors après, encore faut-il que vous avez un partenaire en face qui le propose. Moi, des fois, j'ai des designers qui me demandent expressément OK pour céder mes droits de propriété intellectuelle, mais ce sera tarifé, ce sera en plus.
Et elle limite, elle me dit, OK pour ça, mais uniquement pendant une certaine durée. Donc, c'est toujours mieux de le faire avant de payer parce que vous avez un moyen de pression supplémentaire, si je puis me permettre. Après, c'est toujours plus compliqué de réclamer, sauf si, oui, je suis complètement d'accord avec toi, il est d'usage de céder les droits de propriété intellectuelle. Oui, des bonnes pratiques professionnelles, il faut juste s'assurer que ce soit bien écrit. Et alors, ne copiez pas les contrats de votre concurrent. C'est bien, tu as raison de le préciser. Oui, c'est vrai, je l'ai écrit, je l'ai pas lu, mais c'est toujours mieux. Alors, je sais bien que tout le monde regarde ce que fait le concurrent, et c'est bien, hein, ça permet d'avoir de l'info, et ça, c'est normal, hein, ça, je veux dire. Mais éviter de faire un copier-coller qui nous dit que le concurrent a été bien aussi informé. Peut-être que lui aussi, il a lui-même copié sur quelqu'un, qui a lui-même aussi copié sur quelqu'un. Bon, enfin, voilà. Donc, alors, je peux me permettre de répondre à la question. Je vois qu'il y a une question de Brigitte Dupont qui pose la question, est-ce que pour l'INPI, est-ce qu'on peut utiliser l'enveloppe utiliser l'enveloppe solo, c'est suffisant? Alors après, tout dépend. Je ne sais pas de quoi on parle exactement. Est-ce qu'on parle d'un... Enfin, ça serait intéressant d'avoir un peu plus de détails. En fait, l'enveloppe solo, ça ne vous apporte pas un titre de propriété industrielle. Ça vient juste dater que vous avez... alors, je vais donner un exemple. Je ne sais pas... vous êtes en train de développer une solution, un algorithme, par exemple, je ne sais pas, une solution logicielle, elle n'est pas terminée et vous voulez à tout prix acter que le 20 novembre 2020, ben voilà, vous aviez déjà rédigé tel cahier des charges, vous avez fait je sais pas, telle architecture IT et vous voulez absolument que ce soit acté dans une enveloppe solo. Ça viendra juste dire si jamais demain il y a un contentieux que voilà le 20 novembre vous aviez déjà entamé ce travail-là. Après ça dépend vraiment de quoi on parle. Pardon, pour le logo, j'avais pas vu. Le logo et le nom de l'entreprise. Non, c'est pas l'enveloppe solo. Bah, vous pouvez le mettre dans une enveloppe solo. Aujourd'hui, on peut le faire aussi de manière électronique. Des croquis pour votre logo, mais si vous voulez déposer le nom d'une marque, il faut passer par le dépôt d'une marque en fait. Hein. L'enveloppe solo, c'est pas vraiment adapté pour ça. Ça marche. Et alors, que faire lorsqu'il n'y a pas de contrat? Ça. Ouais. Alors, ça arrive très souvent. Hein, je vous rassure. Ça arrive très souvent qu'il n'y ait pas de contrat et qu'on se pose donc la question le jour où on a un problème, parce qu'en fait, très souvent, le contrat, on n'y pense pas trop. Et le jour où on a un problème, on se dit tout de suite, on va regarder le contrat pour voir ce qui était prévu. Donc, quand il n'y en a pas, ou alors il y a un souci, il n'a pas été signé ou que sais-je, et qu'on ne l'a pas transmis, parce que des fois aussi, on me dit, oui, j'ai un contrat, mais j'ai oublié de le transmettre au partenaire. Du coup, on va chercher à savoir ce qui s'est passé. Donc, on est entre professionnels. La preuve est libre entre professionnels, entre commerçants. Donc, on va essayer de reprendre les mails, les devis signés, les SMS aussi, pourquoi pas. La facture, hein, elle peut nous apprendre aussi pas mal de choses. Et on va essayer de tout reconstituer. Après, la difficulté, et ça, tout le monde le sait, chacun a sa propre vérité. Je veux dire, c'est comme dans la vraie vie, hein, on a toujours une version des choses qui peut être différente de la personne en face. Et en fait, le travail de l'avocat, quand on est dans un litige, c'est de dire, OK, voilà, je vais vous assister, mais il va falloir que vous m'alimentez pour que je puisse défendre votre dossier. Donc, c'est envoyer vos mails, tous les échanges que vous avez eus. Par exemple, moi, quelqu'un qui me dit, j'avais négocié ça avec mon partenaire, il m'a jamais payé, il a annulé la veille pour le lendemain, sauf que moi, j'avais déjà anticipé tous ses frais, donc j'ai payé tous mes sous-traitants, et lui, la veille, me dit, non, finalement, on ne bosse pas avec vous. Comment je fais pour me retourner contre lui, sachant que pas de contrat, rien, juste des échanges de mails, d'ailleurs, qui ne sont pas très explicites, des messages vocaux, WhatsApp, enfin bref, quelque chose un peu tordu. On essaie après de recoller l'histoire, mais bien évidemment, vous perdez plus d'argent parce que du temps, c'est de l'argent. Vous allez devoir payer un avocat pour vous aider. Parce que bien évidemment, quelqu'un en face qui est de mauvaise foi, il va jouer là-dessus. Il va dire, non, moi, je ne vous ai jamais rien signé, je ne vous ai jamais donné mon go. Prouvez-moi que je vous ai donné mon go. Donc, voilà, c'est hyper important parce que sinon, ça peut vous coûter… En fait, pour refaire le pulse. Hein.
comme l'image que tu peux. Voilà, c'est ça. Reconstituer. C'était bien de savoir, c'est que c'est compréhensible. Quel contrat pour mon entreprise? Alors, ouais, quel contrat pour mon entreprise? Ben, c'est vrai que vous doutez bien, donc pas de croissance sans contrat, c'est quand on veut développer son activité, il faut se doter de contrats. Alors, j'ai essayé de faire cette distinction commerce traditionnel, donc faut l'entendre comme étant une boutique. Hein. Oui, donc vous avez certainement des contrats avec vos fournisseurs, si vous vendez, si vous achetez pour revendre, vos prestataires, si je sais pas, vous avez des prestations en plus. Un client, il rentre dans votre boutique, il achète, il n'y a pas de contrat. Enfin, le contrat, on va dire que c'est il se fait de manière orale et puis avec un ticket de caisse. Les fabricants, les fournisseurs, les grossistes, bien évidemment, il faut des conditions générales de vente avec éventuellement un barème tarifaire qui sera en fonction de la catégorie d'acheteurs. Hein, ça aussi, c'est possible. Tout ce qui est commerçant en ligne, on en a parlé pas mal tout à l'heure. Il faut bien évidemment, mais ça vous le savez, des conditions générales de vente e-commerce. Donc, si vous vendez à des consommateurs, il faut absolument respecter le cadre légal qui est très protecteur pour le consommateur. Si vous avez une marketplace, bien évidemment, il faut bien sûr donc, des conditions générales de vente puisque les vendeurs partent. Si vous avez une marketplace, vous bossez avec des vendeurs qui vont donc vendre à vos clients. Donc, il faut des conditions générales de vente pour encadrer cette vente. Il faut un contrat entre vous, donc vous, la plateforme, et vos partenaires vendeurs. Hein, et ça, c'est justement donc cette réglementation dont je vous ai parlé qui est rentrée en application cet été, qui impose des obligations, alors que j'appelle donc CGS, conditions générales de service, et enfin des conditions générales d'utilisation entre l'éditeur de la plateforme, donc la plateforme, et les clients qui vont sur le site en fait, parce qu'en fait, quand on est éditeur de plateforme, on n'est pas vendeur. On permet à des vendeurs de vendre sur sa plateforme auprès de clients, mais on n'est pas le vendeur. Ça va? Et puis, bien évidemment, c'est indispensable, hein, la collecte de data, de données à caractère personnel, pardon, et il faut une politique, en tout cas un minima, il faut une politique de confidentialité des données sur votre site qui permet donc de répondre aux exigences légales, notamment suite à l'entrée en application du RGPD. RGPD, un gros sujet aussi. Et l'incidence de la rédaction des CGV. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, si vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas de preuve d'accord sur la chose et le prix, c'est-à-dire que vous arrivez, après, on l'a vu tout à l'heure avec des emails, etc., mais c'est un peu plus, vous perdez beaucoup plus de temps à prouver ça. Et puis, attention, si vous vendez des marchandises, notamment auprès on est en B2B, en fait, dans des CGV B2B, on a tendance toujours à écrire, en tout cas, c'est vivement recommandé, que quand vous vendez quelque chose à votre partenaire, votre acheteur, donc votre client professionnel, il ne devient propriétaire de la marchandise uniquement à partir du moment où il a entièrement payé la facture. D'accord? Donc, en fait, on vient dire, c'est pas parce que je vous ai livré la marchandise que vous en êtes propriétaire. Et donc, du coup, si cette clause n'existe pas, parce que vous n'avez pas de contrat ou alors elle n'y est pas présente, on a quand même un article du Code civil qui écrit en fait de meubles à possession vos titres. Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas anticipé, que vous n'avez pas prévu cette clause, la propriété, comme il y a eu une livraison du produit, c'est un peu plus compliqué après de revendiquer la propriété. Après, bien sûr, vous pouvez revendiquer la facture qui est impayée, hein, c'est pas ça le problème, mais c'est clair que c'est pas terrible. Et puis, mais ça, de toute façon, Julie en parlera à la fin. Quand il n'y a pas d'accord sur le délai de règlement, on ne s'est pas mis d'accord, il n'y a pas de contrat. Le délai de règlement d'une facture, il est considéré comme étant, il est fixé à 30 jours après la date de livraison de la marchandise ou d'exécution de la prestation. Donc, ce n'est pas terrible si vous voulez être payé avant. Ouais. Super, merci Kaussar. Et alors Jean-Luc, comment recouvrer ses créances en cas de litige ou d'impayé? C'est ça, je vais rebondir sur ce que disait Kaussar. L'importance des conditions générales de vente qui fixent quand même le cadre de recouvrement de la facture, puisque nous on s'aperçoit qu'une fois sur deux, les conditions générales de vente ne sont pas adaptées.
Hein, on a souvent des copier-coller ou des choses comme ça qui sont vraiment catastrophiques en cas de litige, puisqu'on va se retrouver avec des conditions générales de vente qui ne sont pas du tout adaptées à ce que vous avez vendu ou au service que vous avez éventuellement fait. Donc, l'importance des conditions générales de vente est vraiment primordiale pour avoir un dossier en bonne et due forme si on doit aller beaucoup plus loin dans la procédure. N'hésite pas à parler un petit peu plus fort, Jean-Luc, hein, pour qu'on t'entende bien. Ok, d'accord. Donc oui, donc dans les conditions générales de vente. Ensuite, les conditions générales de vente doivent accompagner quand même pas mal de documents. Lorsque vous faites un bon de commande, accompagnez toujours de vos conditions générales de vente. Si c'est un BAT, accompagnez-le toujours de vos conditions générales de vente. Et même sur le bon de commande, ce que l'on peut faire, c'est éventuellement mettre un petit flag en disant, voilà, je reconnais avoir reçu ou lu les conditions générales de vente. Hein. N'hésitez pas à les envoyer avec votre bon de commande, vous les mettez en PDF, vous les joignez au mail, vous les joignez au courrier pour que le client ne puisse pas bénéficier, parce que si vous avez un client de mauvaise foi, il va bénéficier de toutes les failles que vous pouvez apporter pour ne pas payer votre facture ou la payer, mais vraiment à perte de vue, si je puis me permettre. Alors, ce qu'on peut essayer de faire pour minimiser un peu cet impayé, c'est l'acompte. Alors, j'avoue que l'acompte est demandé énormément de fois, mais une fois sur deux, il est donné, mais pas à hauteur de ce qu'on espérait. D'accord ? Mais il faut insister pour qu'on puisse minimiser le risque par lui-même. À l'heure actuelle, lorsque vous faites, par exemple, je ne sais pas, vous commandez une cuisine, on vous demande immédiatement un acompte et ça rentre dans les mœurs. Donc, il faut essayer de rentrer dans les mœurs au niveau B2B aussi. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut commencer à prendre en compte. Et pour finir le dossier correct, il faut que les mentions légales apparaissent sur la facture. Certaines mentions légales doivent apparaître. On a le forfait de 40 € pour le recouvrement de créances. On a obligatoirement aussi le taux d'intérêt légal sur lequel on doit pouvoir calculer les intérêts légaux concernant le retard de règlement. Et le détail de règlement, comme le disait Kautar, oui, sans quoi on va rentrer dans le cas de la LME et on est totalement sur autre chose qui peut rendre encore beaucoup plus loin, puisque la LME, on est sur une base de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois. Donc tous ces éléments vont vous permettre d'avoir un dossier propre pour pouvoir, je dirais, éviter, je dirais, l'impayé, enfin, essayer de le minimiser au maximum, parce que bon, c'est un peu lorsque vous faites un chèque en grande surface, hein, le chèque, lorsqu'il passe dans la machine, c'est pour détecter s'il y a déjà eu un impayé. Or, le premier impayé ne peut pas le détecter. Alors, vous avez beau éventuellement avoir toutes les coordonnées, des choses comme ça. Quand vous commencez avec un nouveau client, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir se renseigner sur son cabis. Est-ce qu'il n'est pas en procédure? Est-ce qu'il n'a pas des difficultés? Voilà. Et je dirais que les conditions générales de vente sont aussi bien en B2B qu'en B2C. Hein, pour répondre à une question qui a été posée là directement sur le chat, si vous travaillez avec des professionnels, il faut des conditions générales de vente. Et si vous travaillez avec des particuliers, il faut aussi des conditions générales de vente. Hein, c'est vraiment important à ce niveau-là, parce qu'un particulier peut aussi être en défaillance au niveau de ses règlements. Et là, j'avoue que le particulier est quand même un peu plus dur à aller chercher au niveau recouvrement. Donc, voilà, oui, ça permet de sécuriser et de pérenniser une relation et de fiabiliser, enfin aussi au niveau de l'image de l'entreprise. Je trouve que c'est quand même important, les conditions générales de vente. Et peut-être si on avait des liens vers les mentions légales, je sais pas si on avait ça, on peut peut-être le mettre dans le chat, comme ça. Voilà, je mettrai un peu dans le chat pour l'intervention. J'ai pas mal de liens à vous mettre et de petites choses comme ça. Et, alors en prévention, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention? Alors en préventif, c'est déjà de connaître ses dates d'échéance. Hein. Je pense que si vous avez des clients au fur et à mesure du temps, vous avez toujours la même date d'échéance, donc ça c'est important de les connaître. Et ensuite en préventif, il faut, on le voit, nous on a mis en place ça sur différentes grandes plateformes, c'est un contact téléphonique 15 jours avant l'échéance, en demandant est-ce que vous avez déjà reçu les pièces, est-ce qu'il n'y a pas de problème qualité, est-ce que cela vous convient, est-ce que, prendre vraiment conscience que le client ne peut pas avoir à opposer le règlement à un défaut, ok, un défaut de livraison, voilà, pour lui dire à J-15, est-ce que ma facture va être payée, est-ce que vous allez respecter les délais de règlement, est-ce que vous allez, quelque part, on va anticiper le retard de paiement. Pourquoi? Parce qu'on est dans même lorsqu'on est dans une période normale, mais 2 fois plus en plus pendant cette période, on est quand même dans la course au cash. Il ne faut pas se voiler la face. Le cash à l'heure actuelle, c'est le nerf de la guerre. Et est un fait certain que si on peut l'anticiper, on peut éventuellement après discuter avec son banquier en disant voilà, écoutez, je vais avoir un dérapage, est-ce que vous me suivez ou pas? Mais l'anticipation du retard de paiement se fait par un contact téléphonique. Déjà, votre client est assez étonné que vous preniez contact avec lui en disant voilà, est-ce que vous avez reçu la bonne solution? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez des difficultés à le faire fonctionner? Et dans la petite dernière question, c'est bon, ok, d'accord, donc votre règlement devra nous intervenir d'ici une dizaine de jours ou une quinzaine de jours concernant les conditions générales de vente, ce que l'on a mis en place et les conditions générales de paiement.
Ce que l'on peut rajouter ensuite, après, pour toujours se sécuriser, mais là, on a un moyen encore de pression supplémentaire, c'est la prise d'une assurance par la COFAS ou la SFAC, d'accord, qui sont des organismes qui viennent garantir votre client pour une enveloppe bien précise. Alors, soit vous prenez une enveloppe, si vous avez des clients récurrents, vous prenez une enveloppe sur ce client-là, ou alors si vous avez différents clients en one-shot, vous pouvez prendre une enveloppe spécifique où vous venez affecter au fur et à mesure du temps vos clients. Cet avantage, c'est que cette assurance vous garantit le paiement jusqu'à hauteur de 80% de votre créance. C'est quand même déjà important. Elle va déjà vous définir le montant de la garantie. Par exemple, si vous avez un contrat avec une société Y et vous en avez pour 30 000 € hors taxe, et en fin de compte, la COFAS vous dit non, mais attendons, moi je garantis jusqu'à 25 000, à vous de prendre le risque pour les 5 000 € supplémentaires. Vous êtes conscient que vous avez assuré pour 25 000, d'accord, mais vous avez un risque de 5 000 €. C'est à vous, en tant que chef d'entreprise, de dire OK, j'y vais, ou j'essaye de faire autrement, faire en 2 factures. Enfin, voilà, c'est à vous de pouvoir déjà en parler à votre client. Alors, c'est déjà un autre problème aussi. Hein, lui faire comprendre que, écoute, voilà, tu n'es pas couvert jusqu'à 30 000 et 25 000. Et surtout, c'est le risque, comme je disais toujours, c'est de ne pas augmenter la créance. C'est-à-dire que savoir se couvrir, mais pas dire, bon, OK, ça va passer une fois, ça va passer une deuxième fois, ça va passer une troisième fois. Et à un moment donné, vous êtes conscient du risque, mais vous le prenez. Et puis, patatras, le gars, l'impayé est là, il ferme sa boutique. Et vous étiez conscient du départ, mais vous avez pris le risque. Donc, c'est vraiment important de pouvoir gérer aussi cette assurance COFAS par rapport à la grille de garantie que l'on vous a donnée. C'est vraiment important parce que… Et est-ce que ça peut encore être utile de récupérer des chèques? Parce que on sait que si un chèque n'est pas approvisionné, on peut mettre la personne interdit bancaire. Donc c'est pour ça que les chèques sont pas forcément à privilégier. Mais est-ce que en préventif, récupérer un chèque ou est-ce que ça peut être une solution ou… Tout à fait. Bon, on anticipe un peu sur le prochain slide, mais c'est un fait certain que lorsque l'on a un règlement en plusieurs fois, j'ai toujours à mes clients, ayez les chèques en main. Au moins, vous n'allez pas attendre le courrier, vous avez les chèques en main et vous pouvez les remettre. Alors, c'est vrai qu'un chèque impayé, la procédure est un peu plus, rapide et beaucoup moins onéreuse, puisqu'automatiquement, vous avez le droit à 2 représentations et avoir le certificat et l'attestation de non-paiement vous permet directement d'aller chez l'huissier. Là, c'est clair, n'était précis. Mais alors, le chèque, oui, il existe, mais mis à part le chèque de banque, et encore, je veux dire qu'on a toujours… C'est une loterie, mais bon, on s'aperçoit que si c'est une entreprise qui a quand même pignon sur rue, souvent on peut espérer, mais bon, la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a 99% où le chèque passera directement. Mais il est un fait certain qu'il faut garder la totalité des chèques chez soi. Hein, si vous dites, voilà, un règlement en 5 fois, donnez-moi les 5 chèques, on met des dates dessus, et puis voilà quoi. Surtout, alors, important, surtout dater les chèques de la date de l'émission. Hein, ne mettez pas la date de chèque, tiens, je t'envoie au 25 février, au 25 mars, au 25 avril. Ah, c'est pas légal. Voilà, tout à fait, parce que si l'entreprise vient tomber, vous ne pouvez pas remettre les chèques directement. Et on va dire, non, les dates sont anticipées. Vous voyez ça auparavant encore. Hein. C'est vrai que ça, c'est important et c'est pas possible, ça. Hein. C'est vrai. Oui. C'est pour ça qu'on a inventé le crayon papier et la gomme, hein, ce qui nous permet de mettre derrière la date d'échéance et de le gommer après lorsqu'on est à la Alors après, à l'amiable, c'est vrai qu'on peut faire aussi démarrer à l'amiable avec les contacts téléphoniques que tu disais. Tout à fait. Je pense qu'il faut ne pas avoir peur parce que ne pas être même limite, comment je pourrais dire ça, multiplier ses contacts téléphoniques en disant voilà, écoutez, voilà, vous me devez tel argent, je vous ai appelé la semaine dernière, vous m'avez dit que vous me feriez un chèque ou un virement pour vendredi, on est mardi, j'ai toujours rien reçu. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? À la limite, se déplacer pour avoir un contact en face à face, c'est quand même aussi plus intéressant de voir la réaction de la personne, parce qu'au téléphone, vous ne voyez pas la réaction de la personne. Vous ne savez pas si, vulgairement parlant, elle vous roule dans la farine ou si c'est vraiment quelque chose de réel, éventuellement les difficultés. Donc, c'est vraiment important et il ne faut pas hésiter à devenir chiant sur les relances téléphoniques parce que, comme je viens, c'est votre business. Et je veux dire, un règlement… on dit voilà, j'ai un impayé de 200 €. Oui, ok, 200 €. Mais 200 € sur 12 mois, ça fait 2400. Et 2400 € sur un exercice, ça peut être important à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment des choses importantes où il ne faut pas hésiter à devenir pressant et en face à face. Comme je dis toujours, on serait dans un pays anglo-saxon, on pourrait payer un étudiant et qui suive votre débiteur avec une pancarte, lui ne paye pas ses factures. En France, ce n'est pas possible. Hein, mais en Angleterre ou aux États-Unis, c'est possible. Donc, il faut essayer de trouver d'autres moyens de pression pour pouvoir
je dirais, avoir votre interlocuteur et surtout lui faire comprendre qu'à un moment donné, ben voilà quoi. Avant de passer, je dirais, dans une procédure qui peut éventuellement lui être très très chère à lui, il faut quand même penser à certaines choses. Donc le face-à-face, le règlement en plusieurs échéances à ce niveau-là. Et vous avez, lorsque vous avez un dossier garanti, vous avez une deuxième moyen de pression, c'est de dire, bah, écoutez, dans ces cas-là, je fais une déclaration de sinistre à l'assurance. Donc, vous faites une déclaration de sinistre à la COFAS ou à la SFAC, et à ce moment-là, sa cote de garantie tombe directement. Et ça peut lui poser d'autres problèmes avec d'autres fournisseurs. S'il travaille dans l'industrie, par exemple, dans l'industrie automobile ou dans l'industrie, on travaille qu'avec des garanties, et si sa garantie tombe, lui, il est mort. C'est certain qu'il ne pourra plus travailler, il ne pourra plus faire quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment important de mettre aussi… on est dans l'extrême, si je puis dire. Mais oui, mais c'est vrai que ça, en fait, l'État a mis en place ces systèmes-là pour éviter les liquidations à la chaîne, les redressements et les liquidations d'entreprise à la chaîne. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir la possibilité de prévenir quand il y a un impayé, c'est plutôt un aspect préventif. Mais c'est vrai qu'on peut aussi l'utiliser d'une façon en disant, bon, voilà, et d'une façon plus, mais par rapport à nous et par rapport à nos impayés, ouais, tout à fait. Oui, c'est une épée de Damoclès. Alors après, voilà, on dit tu ne payes pas, bah, je suis à l'assurance. Votre client, s'il a un soupçon d'intelligence, il va se dire bon, écoute, ok, c'est bon, je vais payer. On tombe de plus en plus. Bon, certes, il y a des entreprises qui ont des difficultés, mais vous commencez à avoir des spécialistes de la mauvaise foi. Hein, pour pouvoir gagner 30 jours, 60 jours, 90 jours. Certains clients pensent qu'ils sont le roi du monde parce qu'ils vous tiennent avec le règlement. Et à un moment donné, il faut savoir jouer autrement et de pouvoir taper sur la table en disant ok, je t'ai donné une prestation, je t'ai vendu des pièces, à toi de me les régler directement. Et là, on revient. Et surtout ne pas augmenter l'encours comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on a livré déjà 2 fois, on a 2 factures en attente qui ne sont pas payées au bout de 90 jours. Il ne faut pas renvoyer la 3e commande. C'est ça qui est important. Tout à fait, c'est important. Et après, si on n'arrive pas à avoir d'accord et de règlement, on va passer directement à la mise en demeure. La mise en demeure est le déclenchement d'une procédure, je dirais, de recouvrement qui est spécifique, avec un article spécifique du Code civil, et surtout lui donner un délai légal pour qu'il puisse régler la facture. Donc, mise en demeure sous 48 heures. Vous joignez à ce moment-là la facture, toutes les pièces qui ont permis la validation de cette commande, aussi bien, je dirais, au niveau intellectuel ou au niveau pièce, puisque c'est le fait libérateur qui est la facture qui vous permet de réclamer l'argent et de commencer à compter les jours pour les délais de règlement. On y joint éventuellement aussi le taux d'intérêt légal et un petit tableau en disant voilà, bah, il y a l'entreprise, il y a tel montant, il y a les 40 € forfaitaires qui sont indiqués sur la facture, il y a les intérêts légaux, d'accord, et vous le mettez en demeure de payer sous 48, 72 heures. S'il n'y a pas de réaction, et là, qu'elles sont faites, ben, directement, malheureusement, c'est le tribunal de commerce faire une demande d'injonction de payer. Donc, l'injonction de payer, c'est une procédure qui est assez rapide au niveau des tribunaux de commerce, puisqu'en moyenne, lorsqu'on dépose un dossier, on va dire dans la semaine qui suit, on a l'ordonnance que l'on reçoit, que l'on va transmettre au huissier directement. Et le huissier le dépose et reçoit donc l'acceptation du dépôt de cette ordonnance, de l'injonction de payer. Et à ce moment-là, le client a 30 jours pour vous régler. Et alors, on peut faire cette injonction, cette ordonnance, si on n'a pas de conditions de contrat ou de conditions générales de vente, Kawsar, le tribunal de commerce va tout de suite accepter ou refuser. S'il voit que le dossier est complet, c'est lui qui l'accepte. D'accord ? S'il voit qu'il manque des conditions générales de vente, il vous renvoie dans les cordes en disant bah, veuillez me donner un dossier complet. D'accord, donc c'est indispensable en fait. Ouais, en fait, c'est vraiment une procédure très rapide. C'est des audiences de cabinet, donc il y a personne. Hein, c'est le juge qui va regarder votre dossier et s'il n'y a pas de contrat, pour lui, il va pas aller plus loin, il va refuser. Et effectivement, juste une petite précision, en fait, si l'injonction de payer est acceptée, vous avez 30 jours pour faire opposition, d'accord ? Voilà. Si le délai 30 jours est passé et que vous n'avez rien fait, la créance est due, puisqu'on considère que vous vous y opposez pas. Si par contre, vous considérez qu'il y a un litige et que vous êtes en mesure d'expliquer pourquoi vous n'avez pas payé, là, on passe devant une audience, devant le tribunal de commerce, où vous allez devoir défendre donc votre dossier et expliquer devant le juge pourquoi vous n'avez pas réglé. Tout à fait. Et c'est là où l'importance du dossier complet pour éviter cette opposition. Alors, je réponds à la petite question. Là, oui, alors lorsque vous avez une ordonnance de huissier, les huissiers ont la possibilité à l'heure actuelle
soit de faire un dépôt, physique, d'accord, mais ils peuvent prévenir aussi le client. Ils ont mis en place, comme les notaires, on va dire une plateforme où ils viennent déposer l'acte directement et vous avez l'obligation d'aller le rechercher. D'accord, donc ils ont les deux possibilités, physique ou par une plateforme avec un dépôt de l'acte. Mais c'est pour ça où l'importance aujourd'hui du dossier, si je reviens dans les fondamentaux, le fait d'avoir un dossier carré permet d'éviter les allers-retours avec le tribunal de commerce, éventuellement si vous n'avez pas donné un dossier complet dès le départ, et on va gagner du temps immédiatement. Parce que si vous avez un dossier carré et que le client fait opposition et que vous êtes devant le juge, obligatoirement, le juge va s'apercevoir que déjà, la facture n'a jamais été contestée, et on s'aperçoit que c'est de la mauvaise foi. D'accord. Et là, c'est vraiment important parce que le juge va aller dans votre sens et va condamner directement, votre client. Et après, donc, on a toujours cette condamnation qui vient, signification de l'huissier toujours. Et le but du jeu, après, bon, s'il n'y a pas de règlement, c'est la saisie des comptes bancaires et ensuite, on peut aller même jusqu'à une assignation en RJ ou en liquidation judiciaire devant le juge pour un non-paiement. C'est vrai qu'à un moment donné, si ça va trop loin, il y a aussi cette menace de dire, écoutez, dans ce cas-là, nous, on fait une procédure de liquidation judiciaire. Parce que vous êtes en cessation de paiement, vous ne réglez pas la facture. Et là, on est quand même aussi sur une procédure quand même assez lourde parce qu'en face, vous avez quand même une entreprise. Alors, assez lourde, oui, mais quelque part, c'est voulu. Si vous n'avez pas l'argent, vous avez des risques de mourir. Je pense qu'il faut le faire mourir parce qu'il peut peut-être enchaîner aussi d'autres fournisseurs dans C'est ça. Et surtout amener d'autres choses. Parce que lui, si vous lui vendez en B2B et lui qui fait un B2C, il a sûrement déjà encaissé l'argent. Après, voilà, s'il ne sait pas gérer son compte, ce n'est pas notre problème, quoi. Donc voilà. Merci Jean-Luc pour cette présentation. On avait une petite slide qui resynthétisait un petit peu ce qui avait été dit. Et on peut passer peut-être maintenant avec Julie sur l'impact financier des délais de paiement clients et fournisseurs. Oui, bonjour à tous. Effectivement, qu'est-ce que ça évoque tout ça pour les entrepreneurs, les conditions générales de vente, le recouvrement, ce à quoi ça fait penser tout de suite, ça va être la trésorerie et l'impact sur ma trésorerie. Donc, pour évaluer un petit peu tout ça, il faut prendre un petit peu de recul sur son business model. Comme le disait justement Kaussar, quand on évoque ces notions, ça permet aussi de prendre du recul sur son business model et de se poser la question, où j'en suis dans mes contrats, comment est-ce que je formalise l'accord sur la chose et le prix, et quel est mon cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation, c'est quoi? Ça va être l'ensemble des opérations qui vont déclencher, qui vont être nécessaires au déclenchement de l'activité économique. Par exemple, un boulanger va d'abord acheter de la matière première, c'est-à-dire de la farine qu'il va stocker, puis il va produire sur un certain nombre de jours, sur un certain nombre de jours si nécessaire. Il va stocker son produit fini qu'il va ensuite vendre. Voilà, ça, c'est une illustration typique du cycle d'exploitation. Alors, le cycle d'exploitation, pris tout seul, ce n'est pas suffisant. Il va ensuite falloir regarder justement les modalités de paiement. Alors, justement, si je suis boulanger, la modalité de paiement, dans 99% des cas, ça va être le paiement comptant. Donc, on paye directement quand on va chercher sa marchandise, à savoir sa baguette de pain. On peut aussi avoir du paiement à réception avec un délai d'au moins une semaine. Ensuite, s'il n'y a pas de contrat, comme le disait Kaussar, on va avoir un délai de règlement implicite au 30e jour qui suit la date de la réception de marchandises ou exécution de la prestation. En revanche, si on a un contrat, on pourra fixer un délai maximum de paiement à 60 jours net, c'est-à-dire 45 jours fin de mois, mais qui ne pourra dans tous les cas excéder 60 jours après l'émission de la facture. Donc, quand je considère d'une part mon cycle d'exploitation et d'autre part les conditions avec lesquelles je vais être réglée, je vais pouvoir définir le fameux besoin en fonds de roulement de mon entreprise. C'est quoi le besoin en fonds de roulement? Alors, c'est la bête noire de la plupart des entrepreneurs parce que ce n'est pas la notion qui est la plus simple à définir et à intégrer. Bon, néanmoins, dit avec des mots simples, vous allez voir que c'est assez facile à intégrer. Finalement, c'est quoi le besoin en fonds de roulement? C'est la somme d'argent qui m'est nécessaire pour payer mes charges en attendant moi-même d'être payé en contrepartie des ventes que j'aurai réalisées. Le besoin en fonds de roulement, alors de façon un peu plus technique, ça va être quoi? Ça va être d'un côté mes stocks et mes créances.
En contrepartie, je vais avoir les dettes, et notamment les dettes fournisseurs. Et ça va être la différence entre ces deux éléments-là qui va nous permettre de déterminer la somme nécessaire. C'est une notion essentielle dont on va, excuse-moi Marie, je termine. Du coup, pour piloter la trésorerie, c'est la notion essentielle. Je dirais même à l'heure actuelle, donc stock créances, et c'est l'augmentation aussi du stock, l'augmentation des créances et l'augmentation, enfin les variations des créances et les variations des dettes qui sont analysées actuellement. Des personnes qui, par exemple, ont stocké pour Noël, ont forcément cramé du cash, enfin, ont utilisé pas mal de trésorerie pour pouvoir stocker pour Noël. Tout à fait. Donc voilà pour ce qui est globalement du besoin en fonds de roulement. Après, du coup, il va y avoir deux cas de figure. Bon, si ce n'est le BFR, le besoin en fonds de roulement à l'équilibre, mais en réalité, ça n'existe que dans les livres. Hein. Je pense que c'est pas vraiment une réalité du business. Il va y avoir un premier cas de figure qui est plutôt confortable où globalement, je suis payé tout de suite et je paye mes fournisseurs tard. Donc, en fait, mon activité génère un excédent de trésorerie. Donc là, typiquement, je n'ai pas besoin de financer mon BFR puisque je vais toujours avoir de la trésorerie sur mon compte. Bon, là, c'est évidemment, là, on ne parle que du BFR. Hein. Je ne vous parle pas des pertes qui peuvent être inhérentes à votre activité. On parle évidemment que du BFR. Deuxième cas de figure, moi, je suis réglée avec du délai où je suis obligée de constituer beaucoup de stocks, que ce soit saisonnier ou bien ou structurel, hein, tout au long de l'année. Et auquel cas, effectivement, je vais avoir un besoin de trésorerie qu'il va falloir financer. Et la question qui se pose, c'est comment je finance mon besoin de trésorerie? Voilà. Quand on parlait tout à l'heure, on parlait, juste une petite précision, quand on parlait créances, on parlait, les clients qui sont en attente de paiement, en fait. Tout à fait, c'est l'argent que l'on me doit. C'est ça. Donc, effectivement, plusieurs façons de financer le poste client. Alors, qui dit poste client, logiquement, ce sont de l'argent qu'on vous doit à court terme, évidemment. En général, on n'est pas payé à 10 ans. Donc, ça va être dans maximum 60 jours si on respecte la loi et les contrats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que logiquement, je vais pouvoir mettre une ressource en face qui, elle-même, va être plutôt court terme. Celle à laquelle on va penser assez spontanément, ça va être le découvert bancaire. Bon, c'est en général, quand on crée et qu'on sollicite un découvert bancaire à la banque, c'est pas ce qui est le mieux accueilli, puisqu'en général, le découvert bancaire, ça rime assez peu facilement avec création. Ou alors, sinon, on va vous l'accorder, mais vous allez avoir une caution personnelle en face, donc du coup, il vaut mieux éviter quand même, à part si on y est vraiment contraint et que c'est la dernière solution. Après, il y a des solutions qui vont être plus vraiment portées sur ce qu'on appelle le post-client, c'est-à-dire toutes ces factures qui sont en attente de paiement. Il va y avoir l'escompte. C'est quoi l'escompte? C'est finalement la banque, elle va m'avancer ce que mon client me doit. Alors, l'escompte ou la loi d'AI, c'est quasiment la même chose. Dans un cas, je suis payé par effet de commerce et dans l'autre, je vais être payé par effet de commerce, mais aussi par facture traditionnelle, par le biais de facture traditionnelle. Il va aussi y avoir l'affacturage. Là, c'est un tout petit peu différent. Dans le cadre de l'affacturage, je cède complètement ma facture à une société. Une société qui va se charger de suivre le règlement, le recouvrement éventuel et qui va récupérer du coup l'argent pour mon compte. C'est coûteux et c'est contraignant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir constituer déjà un fonds de garantie. Donc, en fait, mes premières factures que je vais céder, elles vont juste servir à alimenter ce fonds de garantie-là. Donc, il va falloir quand même avoir une analyse un petit peu fine du besoin réel sur le long terme, parce qu'effectivement, si c'est juste ponctuel, finalement, je vais bosser pour constituer ce fonds de garantie. Ça ne va pas forcément être hyper pertinent. Après ça, on a parlé effectivement de ce qu'on appelle le poste client, mais il y a aussi d'autres solutions peut-être déjà à mettre en œuvre. Par exemple, on parle d'escompte qui va être mis en place par la banque, mais vous pouvez aussi, si vous avez un très lourd BFR qui est constitué notamment par des délais clients, pourquoi pas proposer des escomptes à vos clients qui auraient de la trésorerie et qui seraient en mesure de vous payer plus vite. Il faut faire le calcul parce que ce sera peut-être moins onéreux que l'escompte bancaire. Et puis, en termes de perception client, ce sera aussi peut-être un peu plus sympa. Et puis après, il y a aussi la façon, je vous disais, il y a les clients et le stock, puis de l'autre côté, il y a les fournisseurs. Alors, évidemment, toujours dans le respect des délais de paiement, mais pourquoi pas négocier par le biais de belles conditions générales de prestations ou des délais clients qui soient plus avantageux pour vous et qui vous permettent justement
d'alléger un petit peu votre besoin en fonds de roulement et de financer vos délais clients. Donc, c'est ça, on le voit aussi dans le prévisionnel. C'est vrai que c'est ce que disait Kaussar, le business model, c'est le business model, le prévisionnel de démarrage qu'on fait caler avec les contrats. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on a vu en fait les façons dont on va alléger le BFR. Néanmoins, on est quand même dans une idée de business. Quand on démarre son activité ou que c'est les us et coutumes dans votre secteur d'activité, vous n'allez pas pouvoir tirer non seulement sur les clients, ni sur les stocks, ni sur les fournisseurs pour alléger votre BFR. Il va quand même y avoir un BFR qui va être dit structurel, que de toute façon, vous allez devoir financer pour développer votre activité. Et alors là, du coup, au-delà des solutions court terme, il va falloir mettre en place tout simplement des solutions plutôt pérennes. Qui dit solution pérenne, on va parler de ressources stables, autrement dit moyen-long terme. Et en premier lieu, ce qu'on va aller chercher quand vous créez, ça va être d'aller constituer un capital ou des comptes courants d'associés, parce que vous n'aurez pas encore engrangé suffisamment de bénéfices, pour avoir une certaine assise et financer votre BFR, besoin en fonds de roulement, dit démarrage. Après, on peut tout à fait faire appel à de l'endettement bancaire pour financer un besoin en fonds de roulement. Ça n'a absolument rien de choquant. Évidemment, vous n'aurez pas un financement qui va être sur 10 ans ou 12 ans, mais vous pouvez très bien financer ce BFR structurel sur une période de 3 voire 5 ans avec des garanties, BPI, Noractif, etc. etc. Voilà, et demander peut-être un différé dans le remboursement de 3, 6 mois. Et ouais, tu me devances, on va y venir juste après avec l'exemple qu'on a chiffré. En fait, c'est un exemple assez bateau d'un plan de financement pour une création, rachat de fonds de commerce avec un petit peu de matériel de production, éventuellement des travaux. On va quand même intégrer le stock de démarrage, parce que faut pas partir avec un rayonnage vide. Et on va avoir un total de besoins qu'on va financer de l'autre côté avec du capital. Donc ça, c'est mon apport perso. Éventuellement du compte courant, ça va être mon apport perso, mais aussi je vais peut-être avoir des prêts d'honneur à intégrer dedans, les fameux prêts d'honneur initiatives. Il va y avoir aussi un certain nombre de prêts d'honneur auxquels vous aurez accès en fonction de l'endroit où vous habitez et de la typologie d'entrepreneur que vous êtes, jeune, femme, etc. Et ça va être complété par un prêt bancaire. Déjà, vous voyez que mon total n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que Marie ne me contredira pas. En général, on va avoir tendance à avoir plus de ressources que de besoins. Et là, implicitement, je commence déjà à financer mon besoin en fonds de roulement. Et ensuite, ce que bon nombre d'entrepreneurs ne savent pas, c'est que systématiquement, Marie ne me le contredira pas non plus, c'est qu'on peut demander un différé de remboursement. C'est-à-dire que si moi, je demande un différé de remboursement pendant 6 mois, ça permet quoi? Ça permet que pendant les 6 premiers mois de mon activité, je vais avoir le temps de lancer mon activité, je vais avoir le temps de constituer de la trésorerie pour financer mon BFR au fur et à mesure. Et donc là, là, j'ai financé mon BFR sans que ce soit… C'est vraiment indolore là, et ça se voit presque pas. Oui, puis ça nous permet d'avoir un peu de trésorerie au cas où il y aurait une pandémie qui arrive tous les 100 ans, quelque chose comme ça en fait. Voilà, et n'oubliez pas aussi, là, il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour vous permettre de rebondir. Quand on dit rebond, voilà, quand on parle de rebond, on est vraiment… par exemple, la plateforme Initiative a mis en place un fonds Covid qui vous permet de lancer des opérations pour restocker, pourquoi pas proposer des conditions avantageuses, un paiement en 3 fois à vos clients. Là, on est dans du financement de BFR pur. Et là, ça vous permet de relancer votre activité en période de Covid. C'est des avances remboursables, sans intérêt. Donc là, il faut y aller. Et pareil, le PGE, c'est quoi? Le PGE, ça vous permet effectivement de payer vos charges avant de commencer à être payé. On est vraiment dans du financement de BFR. Donc là, il ne faut pas hésiter. Vous avez jusque juin 2021. Vous l'avez sollicité une fois, mais vous pouvez le solliciter 2 fois. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui, en période de crise sanitaire centenaire, nous permettent quand même, il faut voir ça aussi comme des opportunités de relancer son activité. Oui, c'est ça. Puis je pense que l'avance remboursable, c'est jusque 15 000 €. Hein. 15 000 €. Je vais vous mettre le lien du fonds remboursable. Bon, je pense que le PGE, on en a suffisamment entendu parler. Il faut contacter sa banque de toute façon. On a vu quand même pas mal de clients qui n'avaient pas été jusqu'au taquet du PGE et on peut toujours le compléter. Hein. On peut toujours redemander à notre banque. Ok, très bien. Merci. Merci Kaussar, Julie, Jean-Luc pour ces présentations et pour votre participation à ce webinaire. On était très contents de vous avoir parmi nous et puis j'espère vous retrouver la prochaine fois pour un prochain webinaire.
Il y a juste 30 secondes avant de terminer, il y a une question, il y a quelqu'un qui souhaiterait éventuellement si on peut lui transférer ce webinar sous format mail, c'est-à-dire les slides. Est-ce possible ou pas? En fait, tout sera disponible sur notre site internet Terre d'entrepreneur. Dans l'onglet événements, vous avez tous les webinaires qu'on a réalisés depuis quelque temps déjà, et vous avez tous les éléments qui sont déjà en ligne sur notre site internet. Et tous les participants recevront le replay de toute façon. Voilà, vous aurez tous le replay. Voilà. Ok. Et puis n'hésitez pas, nos experts sont à votre disposition pour répondre aux questions. Le timing est un petit peu serré parce que voilà, les webinars, c'est fatigant. 1 heure, 1h30 à écouter, c'est un peu fatigant. Donc on essaye de rester sur des durées un petit peu limitées. Mais en tout cas, nos experts sont d'accord pour que vous les rappeliez et pour que vous puissiez échanger sur vos questions plus précisément. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Très bonne journée, très bon après-midi et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.